Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo au télévision. D'abord, cette nouvelle. La société 1000 Vest a procédé ce mardi 26 mars 2024 à la présentation du plan directeur de travaux de construction du nouvel aéroport international de Ndjili. C'était à l'occasion d'une séance de travail présidée par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. En effet, après avoir passé en revue ces plans dans le moindre détail par les différents services techniques de sécurité, notamment la maison militaire du chef de l'État, la force aérienne, la garde républicaine, la DEMIAP, le génie militaire, les différents parties concernées se sont accordés pour lancer les travaux de construction de cet ouvrage de grande importance. La séance de travail s'est déroulée dans le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, en présence de son collègue de transport, voies de communication et désenclavement. Paul Kagame tente de transformer une communauté congolaise en marchandise. Telle est la réaction du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Christophe Lutundula, face aux propos du président rwandais sur Jeune Afrique, justifiant la présence rwandaise en République démocratique du Congo par les discours de haine envers une communauté, celle des Tutsis congolais. Suivez cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir d'une communauté congolaise, de Tutsis congolais, qu'il a instrumentalisé, qu'il transforme en une marchandise qu'il vend partout. Tout à fait. Est-ce qu'il réalise l'avenir de cela? Nous sommes une nation unique, 450, on n'a jamais connu des génocides chez nous. Et quelqu'un veut vous dire, ouais, il y a des persécutions, mais ça reste là-bas, nous on n'a pas besoin de ça. Et en mettant dans la tête des Congolais qu'il y a parmi nous des compatriotes de la stigmatisation, qui sont protégés par un pays étranger, qui se donnent le droit de venir chez nous piller sous prétexte qu'il les défend. Est-ce qu'il sait ce que cela va donner d'ici 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Il est en train de fausser l'histoire de notre pays, de creuser de trous. Et je demande à tous les Congolais de ne pas tomber dans ces pièges-là, particulièrement les Congolais Tutsis. Parce qu'ils n'auront jamais ce qu'ils ont aujourd'hui, ici, là-bas. Vous comprenez? Nous avons gagné sur ces points. Sachez qu'en plus bref que le cabinet du président de la Cour constitutionnelle a annoncé l'institution d'une chambre spéciale pour traiter les cas des erreurs matérielles résultant de ces arrêts sur le contentieux de résultats de législatives rendus le 12 mars dernier. Les candidats lésés par ces arrêts ont jusqu'à ce mercredi 27 mars 2024 pour introduire leur recours. Une vingtaine de civils ont été tués par les hommes armés depuis plus d'une semaine au quartier Sayo en commune Boulekera dans la ville de Béni. En réaction, les forces armées de la République démocratique du Congo attribuent ces tueries à Abou Kassi, l'un des chefs de rebelles ZADF qui mène des assauts contre la paisible population dans ce coin de la ville de Béni. Le porte-parole des FARDC des opérations Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Moualouchaï, rassure que les éléments FARDC et la police se sont activés dans les opérations pour traquer et bouter hors ses ennemis. Joël Kamabo pour plus de détails. Il faut dire que dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Moutoumbe, nous sommes au quartier Sayo,
dans la commune de Mulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas qui est tanzanien, d'origine arabe d'Oman, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe de ces terroristes, MTM ISCAP, et qui ont massacré notre population. C'est pour vous dire que les terroristes ADF MTM ont profité tout simplement de la cacophonie sémée par certains jeunes qui se réclament des compatriotes et aussi les voleurs de cacao qui sont visibles dans plusieurs champs dans cette partie de l'ouest de RN4. Nous avons mené des opérations avec notre brigade, 33e brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, UPDF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal de positionnement. La menace est là. Les terroristes ADF MTM qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant des différentes opérations sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de nuisance. Nous tenons à informer la population de Beni en général et particulièrement la population de Mavivi et du quartier Sayo que l'ennemi est là et l'ennemi est présent parmi nous. Nous devons collaborer avec le service de sécurité. Nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison pour bouter hors d'état de nuire ces djihadistes qui ne font qu'endeuiller notre population. Et puis sachez également, près de 200 ex-combattants ayant accepté de déposer volontairement les armes dans l'espace Lubero et Butembo attendent d'être réinsérés dans leur communauté d'origine. Ces statistiques ont été livrées par les chargés des opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et statistiques au niveau de l'antenne PDDRCS, Lubero et Butembo. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les ex-combattants ont déposé les armes et ont accepté de ne plus appartenir à aucun groupe armé. Je disais que nous avons réussi à désarmer 220 ex-combattants. Et maintenant là, nous sommes dans la phase de préparation de leur retour au sein des communautés d'origine. Les ex-combattants avant que nous avons accueillis au sein du poste de Lubero Butembo sont déjà pris en charge par l'organisation ACOP. Alors, le reste des ex-combattants maintenant, qui sont au-delà autour de 160-165 et qui sont présents cantonnés au site de Kassando, sont à voie d'être resserrés au sein des communautés. Et maintenant là, nous avons déjà fait plusieurs activités sur le terrain. Nous avons même identifié leur village d'origine. Nous avons fait des missions de vérification physique de leur zone de retour. Ces activités ont été menées à prélude ou bien à prévision de leur intégration. Développé par la directrice, Un mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. C'est dans ces cadres que les femmes du ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale ont organisé une conférence débat au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'apport de femmes dans la gestion de risques de catastrophes, thème qui a été développé par la directrice Véronique Monica. Gisèle Etoko pour plus de détails. C'est dans le cadre du mois de mars dédié aux droits de la femme que les femmes du ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale ont organisé cette conférence débat, véritable moment d'échange. Parmi les intervenantes au cours de cette activité, Madame Maryse Bimpe, chef de bureau au ministère des Actions humanitaires, qui s'est apaisantie sur le code de la famille. Aujourd'hui, nous étions réunis pour échanger en tant que femmes parce que c'est moi qui est dédié aux droits de la femme, nécessite des échanges pour enrichir nos savoirs, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons abordé le thème de parler de l'essentiel du code de la famille en RDC, puisque ce sont les choses
qui sont les basiques que toutes les femmes devraient savoir. Et à cela, nous exhortons aux femmes, aux filles et mères, quand il y a déjà la naissance, dès le départ, il faut commencer à enregistrer l'enfant. Et c'est comme ça que s'évolue le cycle. À chaque fois qu'il y a un événement marquant, il faut toujours l'administrer. Quand il y a des problèmes ou encore des situations qui arrivent, on se base sur les documents écrits et non sur les témoignages ou encore les paroles qui peuvent facilement s'envoler. Pour sa part, la directrice Véronique Monica a axé son intervention sur l'apport des femmes dans la gestion des risques de catastrophes. Et nous avons trouvé nécessaire de réfléchir par rapport à la réduction des risques, parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés en termes de réponses, parce que les réponses coûtent très cher et que les réponses viennent bien tardivement, compte tenu de manque de moyens pour intervenir promptement. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu réfléchir avec les femmes comment on peut se lancer dans la réduction des risques pour que nous puissions ajuster les choses, réduire les dégâts, et donc prévenir les risques et réduire les dégâts qui peuvent apporter. S'en est suivi un jeu de questions-réponses entre intervenants et participants, ceci dans une ambiance de convivialité. Parlons environnement. À présent, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a organisé ce mardi 26 mars 2024 l'atelier de consultation de parties prenantes dans le cadre de l'opérationnalisation du marché de carbone en République démocratique du Congo. C'était au cercle Elaïs à Gombe. Plus de détails avec Doudou Montiré. C'est dans le cadre de l'opérationnalisation du marché de carbone en République démocratique du Congo que s'est tenu cet atelier de consultation des parties prenantes avec pour objectif le partage d'informations sur les progrès réalisés pour l'opérationnalisation du marché de carbone de la RDC et perspectives d'avenir, les présentations des initiatives en cours ou en perspective visant à appuyer le marché de carbone de la RDC, la présentation du projet de TDR du cadre de concertation modalité de mise en place et fonctionnement, comme l'explique la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Concertation, en tout cas, de toutes les parties prenantes. Nous avons ici les parties telles que à la fois les partenaires techniques et financiers, dont les pays ont des industries émettrices, n'est-ce pas, de CO2. Nous avons les gouvernements, il y a la population représentée par la société civile et aussi les autorités traditionnelles. Nous avons la FEC, par exemple, les entreprises locales ici. Donc toutes ces parties prenantes, d'abord pour que nous puissions avoir l'information, avoir le même niveau d'information sur la question des crédits carbone. Parce que quand il n'y a pas d'information, il y a des spéculations. Ça va dans tous les sens. Surtout que derrière cette question des crédits carbone, il y a des chiffres. C'est comme si c'était des chiffres des transferts des joueurs de football. Et du coup, ces spéculations vont dans tous les sens. Même les gens qui ne comprennent pas, qui ne savent rien, qu'avant de parler crédit carbone, il faut d'abord parler conservation des ressources naturelles. Et il y a plusieurs sortes de carbone, de crédits carbone, non seulement des carbones forestiers, il y a des carbones stockés par des tourbières, il y a aussi des crédits carbone qu'on peut obtenir par les évitements, c'est-à-dire dans la réduction, si vous faites des procédés du genre à réduire les émissions avec les systèmes de l'énergie ou les foyers améliorés et tout, on calcule les gaps qui auraient dû être considérés comme des dioxydes de soufre ou des dioxydes de carbone émis dans l'atmosphère, eh bien vous pouvez capter les crédits carbone. Il ne suffit pas par exemple d'avoir les forêts pour que vous captiez les crédits carbone. Il y a tout un processus de mise des forêts en programme jusqu'à arriver à avoir le consentement de la communauté locale, jusqu'à arriver à procéder à des évaluations, à des quantifications des services rendus par ces forêts, c'est-à-dire
la quantité d'oxygène dégagée par les forêts et aussi la quantité de CO2 absorbée par ces forêts. Tout ça, et il y a aussi des contre-vérifications. Et il ne suffit pas aussi d'avoir tous ces éléments, il faudrait encore qu'il y ait des acheteurs. Parce qu'on est là dans l'offre et la demande. Les résultats attendus de cet atelier, qui les informations sur les progrès réalisés par la RDC pour l'opérationnalisation du marché du carbone soient partagées et les perspectives d'avenir communiquées, présenter les initiatives en cours ou en perspective par des partenaires de la RDC visant à accompagner la mise en place du marché carbone, du pays, présenter le projet de TDR du cadre de concertation, aussi des échanges sur les modalités de mise en place et de fonctionnement. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Au cours de cet atelier, le secrétaire exécutif national du Fonds national RAID, Bavonta Mputu, est revenu sur leur contribution dans une certaine façon au développement à grande échelle du marché carbone qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de Doudou Montieri, encore une fois de plus. Nous, Fonds national RAID de la République démocratique du Congo, nous disposons de 3 fenêtres d'intervention. La première, c'est un rapport avec le renforcement des capacités et le financement des projets territoriaux, c'est-à-dire le financement des réformes sectorielles dans les ministères, dont les actions concourent à la déforestation, c'est-à-dire améliorer globalement la gouvernance à travers la préparation et le renforcement du cadre et réglementaire, c'est-à-dire élaborer les lois, préparer les structures de suivi, les structures de gouvernance, et ainsi de suite. Et comme des fenêtres d'intervention, il y a ce grand programme national dit paiement de services environnementaux qui, in fine, consistera à drainer le flux monétaire vers des populations, des communautés qui développent des pratiques compatibles avec la protection des écosystèmes. Et comme 3e fenêtre d'intervention, c'est justement le financement de projets RAID à grande échelle. Donc vous comprenez que nous sommes partie prenante et à ce stade, avec ce que nous avons déjà fait comme intervention, nous avons préparé les prérequis pour le développement du marché carbone dans notre pays. Et sur le terrain, au travers des actions ponctuelles de rassemblements communautaires, de développement des cultures agroforestières, de développement des cultures pérennes, au travers du renforcement de forêts, de communautés locales, nous contribuons déjà, dans une certaine façon, au développement à grande échelle du marché. Dans les territoires d'Irumu, dans la province de l'Ituri, la chef du bureau genre, famille et enfants exhorte les jeunes filles à se faire recruter dans les forces armées congolaises pour défendre l'intégrité nationale. Dans une interview accordée à notre correspondant Joël Kamabou, Yvette Aounakilo dit ne pas comprendre le faible taux de filles dans les opérations de recrutement en cours. Suivez. Nous avons constaté qu'il y a une faible participation des jeunes filles au recrutement dans la force armée congolaise. On ne comprend pas si la cause serait quoi. Parce que tu sais, nous sommes victimes de plusieurs barbaries, surtout les atrocités qui se passent dans notre zone, ou soit dans l'est de notre pays. Cela nous pousse à interpeller la conscience de nos jeunes filles à intégrer l'armée congolaise, car pour nous, c'est l'unique moyen de défendre notre pays. Nous ne pouvons pas réclamer la parité et pourtant nous-mêmes nous laissons sous-estimer. Je continue à encourager toutes les filles ainsi que les femmes d'aller rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et aussi, il est temps pour nous, les femmes, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Si j'insiste, c'est parce que nous sommes victimes de plusieurs atrocités nous épousées par les étrangers. Le lundi.
Direction à présent l'organe délibérant de Kinshasa. Avant de nous séparer, petit à petit, on s'achemine vers la fin de mission du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le lundi 25 mars 2024. Le député provinciaux ont procédé à la comptation de chefs coutumiers, mais aussi de l'adoption article par article du règlement d'ordre intérieur de cette assemblée législative de la capitale. Fissongale pour plus de détails. C'est dans une séance plénière très mouvementée, le plus long jusque-là, tenu ce lundi 25 mars, que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont pu coopter les 2 derniers chefs coutumiers au sein de cet organe législatif. Il s'agit des chefs coutumiers Ndola Mbama David et Iba Bissourou, dont la cooptation a été recalée auparavant à cause des irrégularités de leurs dossiers venant de la CENI. Présidée par le président du bureau provisoire, Amos Mbokoso, la plénière a procédé par la suite à l'adoption, article par article, du règlement d'ordre intérieur de la dite assemblée. Et il était question qu'on puisse vider toutes les matières avant de toucher le point concernant les règlements intérieurs. Donc pour nous, étant donné que tous les chefs coutumiers ont été cooptés, c'est une satisfaction. Et là, nous sommes en pleine séance de travail par rapport au règlement intérieur, après quoi nous allons passer à l'élection du bureau définitif. Le pouvoir des chefs coutumiers est institué par la Constitution. Ils représentent une partie de la population et je crois qu'ils ont intérêt à bien représenter la population, tous les regroupements qui les ont sélectionnés. Une autre séance plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est prévue pour le mercredi 27 mars pour boucler les calendriers avec la suite de l'adoption du règlement d'ordre intérieur, article par article, mais aussi l'élection du bureau définitif de cette Assemblée. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir et restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir.